Je vous remercie d'à nouveau, une fois de plus, d'être là pour cette troisième et dernière journée des 8e rencontres Sciences et Humanisme consacrées à la thématique « Plus belle la vie ?» Point d'interrogation. Je pense que jusqu'à présent, vous aurez pu nourrir votre réflexion au sujet de cette interrogation. Je vous propose de poursuivre cette réflexion avec l'intervention d'un philosophe, Élie Düring, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation pour vous parler de la vie antigravitationnelle. Je vais laisser le soin à ma fille Judith de le présenter, donc je propose à Judith de venir me rejoindre, ainsi qu'à Élie Düring. Voilà. Alors Judith, le jaune, Élie au centre, orange. Voilà le micro. Bonjour Élie. Bonjour. Bonjour. À toi Judith. Élie Düring, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous pour cette 8e édition des rencontres Sciences et Humanisme du Lazaret. Je vais vous présenter rapidement. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie. Vous avez également étudié à Princeton. Vous enseignez actuellement à l'Université de Nanterre. Et vos recherches actuelles se dirigent sur les formes de l'espace-temps, au croisement entre la philosophie des sciences, la métaphysique et l'esthétique, dans le cadre d'un programme de l'Institut universitaire de France. Vous animez également un séminaire à l'École des Beaux-Arts de Paris. Au vu de votre parcours, on peut dire que votre réflexion est plutôt axée sur le temps. Vous avez soutenu une thèse sur Bergson en 2007 et édité une édition critique de d'auteur en 2009. Et vous appuyez également sur l'art. Vous avez écrit un livre sur le film Matrix en 2009 et un autre livre intitulé Faux raccord qui relie à la fois le temps et le cinéma en 2010. Oui. Tout est juste. Tout est juste, il n'y a pas eu d'erreur cette fois, d'accord. Élie, juste une toute première question. Est-ce qu'il y a réellement de nouveaux philosophes ou une nouvelle philosophie ? C'est pas à moi de le dire. Ça. En général, les phénomènes de nouveauté sont mieux perçus par ceux qui reçoivent que par ceux qui produisent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait... Est-ce que les champs d'investigation de la réflexion philosophique se sont élargis ? Oui, alors ça, ce qui est certain aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de philosophes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ce n'est pas une question de génération, qui n'hésitent plus à engager leur travail, et un travail qu'ils ne perçoivent pas comme un travail de vulgarisation, au sens un petit peu péjoratif que ça peut avoir, mais un vrai travail de production, de création philosophique, à l'engager dans des voies qui seraient, par exemple, dans un voisinage avec les cultures populaires, avec le cinéma, y compris grand public, etc. Donc ça, c'est une chose assez nouvelle. On pourrait citer des noms, mais il y a pas mal de philosophes, à nouveau jeunes et moins jeunes, qui travaillent dans les parages du cinéma, de la création contemporaine au sens très large, pour réactiver des problèmes philosophiques fondamentaux qui peuvent en effet toucher à la question du temps, de l'existence temporelle, de la condition humaine et toutes ces choses. D'accord, je crois que tu avais une autre question sur la vie antigravitationnelle. Ça t'interrogeait, je crois, Judith. Je me demandais d'abord ce que ça voulait dire, et ensuite vos relations à cette vie antigravitationnelle, parce que justement vous êtes un jeune philosophe, vous êtes né après l'arrivée de l'homme sur l'espace, et quelle est justement votre vision de cette vie antigravitationnelle ? Oui, merci. Ça, c'est en effet c'est la question que je me propose de
de soulever et à laquelle je me propose de répondre. Je propose une introduction à la vie antigravitationnelle, c'est l'objet de mon exposé. Là, dans quelques minutes, j'en dirai plus. Mais en effet, je pense que la bonne question, c'est de se demander pourquoi je m'y intéresse moi, étant donné l'âge que j'ai. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite l'âge que j'ai, mais vous avez deviné que j'étais probablement pas contemporain de ce qui s'est passé le 21 juillet. Que faisiez-vous le 21 juillet? Pas le 21 juillet, pas lundi dernier. Le 21 juillet 1969, vous avez compris. À 2h56, temps universel, il s'est passé cette chose que l'homme a foulé le sol de la Lune. Bon, c'est pas rien. Moi, j'étais pas là. J'étais pas né. Et je pense pour la plupart, disons, des moins de 50 ans, c'est un événement qui relève de l'histoire, au sens de ce qu'on raconte, quoi. On n'en a pas été contemporain. Je ne faisais pas partie, moi, des 600 millions de téléspectateurs qui ont vécu l'événement en direct, semble-t-il. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a beaucoup, d'ailleurs. Mais donc on peut partir de ça. C'est-à-dire que c'est pas évident pour moi de me situer par rapport à cet enjeu-là dont on débat, autour duquel on tourne depuis 2 jours, parce que je suis intervenu. Alors évidemment, on pourrait tout de suite en faire un point d'honneur et dire que précisément la philosophie, comme la chouette de Minerve, s'envole toujours une fois la nuit tombée, une fois que l'événement est passé, la poussière est retombée, on prend la distance pour réfléchir. C'est pas vraiment ça. Moi, ce qui me frappe, pour répondre à la question, subjectivement, c'est que non seulement je suis passé à côté, ça c'est de fait, je le savais obscurément, mais j'ai jamais pris la mesure de ce point aveugle historique que ça constitue pour moi. À vrai dire, et vraiment je remercie les organisateurs de ces journées de m'en avoir fait prendre conscience. Avant quelques mois, quelques semaines, j'avais jamais réalisé de façon aussi vive que mon point aveugle à moi, c'est cet événement-là, à côté duquel je suis passé. Je suis toujours étonné de voir des gens, alors pour le coup plus jeunes que moi, ceux qui sont mes élèves, mes étudiants, trouver absolument évident Internet, l'ordinateur personnel, bon, ces choses que moi j'ai vues apparaître. Donc, je suis quand même fier d'être contemporain du premier Macintosh 1984, l'apparition des icônes sur le bureau. Bon, ça a été quand même un événement majeur qui restructure notre façon de sentir et de penser aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, il en a été question hier. J'étais contemporain de ça, mais exactement de la même façon, pour moi, aujourd'hui, et en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines, la conquête spatiale, le fait que l'homme est allé dans l'espace, qu'il a marché sur la Lune, avait exactement le même statut qu'Internet ou les ordinateurs portables pour ces jeunes que je fréquente. C'est-à-dire que c'était une évidence non interrogée et dont, en tant que philosophe, je n'avais pas tiré vraiment le parti. Ça va de soi, ça fait partie pour moi du paysage de mon enfance, je veux dire la guerre froide, finissante. Le programme Apollo a été démantelé en 72, l'année de ma naissance. Et ensuite, j'étais quand même contemporain de Challenger, Discovery, Columbia, et aussi de la fin des navettes spatiales. La NASA a décidé d'arrêter ça et de revenir à des choses plus sages. Bon, pour moi, c'était quand même un peu la queue de comète. Et quand on est contemporain aussi, comme je l'étais, de Star Wars, ce qui a été longtemps la trilogie de la guerre des étoiles, on trouvait ça un peu misérable quand même, la vraie conquête spatiale. Ça ne faisait pas le poids. Alors aujourd'hui, j'aimerais réévaluer ça et revenir sur près de 40 ans d'inconscience. La place de la philosophie, de la pensée philosophique, de la réflexion philosophique au regard de cette époque, de ce siècle où tout va très vite, où tout se passe dans la simultanéité, où on peut se demander finalement si la pensée a encore sa place dans ce processus de découverte. Les jeunes sont fascinés par, enfin les jeunes générations sont fascinées par l'accumulation de ce progrès. Et est-ce qu'il va, de votre point de vue, rester encore de la place pour la réflexion, pour le recul, pour la prise de conscience? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes inquiet? Je suis pas d'un naturel inquiet. J'ai pas l'impression que les jeunes soient foncièrement plus fascinés que les jeunes l'étaient en 1912, il y a à peu près un siècle, quand on était totalement bouleversé par l'arrivée de l'aviation, les vitesses conquises par l'automobile et l'avion, quand les simultanéistes ou les futuristes faisaient l'éloge de l'automobile et de l'aéroplane, etc. Là, je veux dire, cette fièvre-là, moi, je ne la vois pas aujourd'hui. J'ai l'impression précisément que c'est vécu dans une atmosphère de banalité, de banalisation. Et donc, du coup, c'est pernicieux et dangereux, parce que si on ne se rend pas compte de la vitesse, si on est soi-même lancé comme un bolide à pleine vitesse sans s'en émerveiller, alors il y a peut-être un problème. Je pense qu'on n'est pas assez fasciné, en réalité. D'accord, donc vous êtes là pour ça, en plus. Je ne sais pas, mais bon. Oui. Toute dernière question, Judith, si tu veux. Moi, j'en ai une.
dans la vie antigravitationnelle. C'est difficile à dire. Hein, oui, on va dire en apesanteur, parce que c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on danse? Alors ça, c'est une question. Qu'est-ce que ce serait qu'une danse dans l'espace? 2001, l'Odyssée de l'espace, un film auquel je me référais une ou deux fois, est célèbre aussi pour sa bande-son, les valses de Strauss et d'autres. Est-ce qu'on danse dans l'espace? La difficulté, c'est qu'on ne peut pas poser le pied sur un sol ferme. Et imaginer une danse qui fait l'économie du pas, c'est quand même problématique. Mais on peut inventer des choses. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup, Elie. On va donc écouter cette introduction à la vie antigravitationnelle. Je vous dis à tout à l'heure. À très bientôt. Merci. Et merci à tous les deux pour cette discussion déjà, qui engage un certain nombre de questions. Merci plus généralement à tous ceux qui rendent cet événement possible. C'est vraiment formidable d'être là. Et je vous propose de flotter pendant une petite heure autour d'une question que j'ai identifiée à travers cette expression qui est un peu étrange pour tout le monde, je m'en rends compte maintenant, qui est la vie antigravitationnelle. Disons la vie en apesanteur. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je voudrais essayer de réfléchir un peu aux enjeux philosophiques, mais aussi peut-être existentiels, spirituels, que peut représenter la vie, certains aspects, certaines dimensions de la vie en apesanteur, telles qu'on en a le témoignage à travers les expériences des astronautes, de ceux qui la font dans l'espace, cette expérience, mais aussi à travers des gens qui ont déjà réfléchi dessus, un certain nombre de philosophes qui, eux, étaient contemporains, contrairement à moi, de l'événement de l'homme sur la Lune. J'aimerais, sur cette base, essayer de réfléchir donc aux enjeux les plus généraux de cette vie en apesanteur, et aussi essayer de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'être forcément astronaute et cosmonaute pour y trouver un intérêt, et peut-être pour la pratiquer soi-même. À l'horizon de ma présentation, de mon exposé, là, il y a l'idée qu'en réalité, ce qu'il faut essayer de trouver, et en fait c'est ça le propre d'une opération philosophique sur quelque phénomène que ce soit, c'est ce en quoi ça nous fait penser, cette affaire, l'affaire de l'homme dans l'espace, et ce en quoi ça peut transformer notre rapport au monde. C'est-à-dire aussi bien certaines pratiques de pensée, certaines façons de sentir et de penser. Donc à la fin, j'aimerais proposer des exercices antigravitationnels qu'on peut pratiquer quasiment tous les jours dans la vie ordinaire. Tout ça peut paraître bien mystérieux, j'en ai conscience, mais je voudrais tout de suite dire à quel point la question de la vie en apesanteur, je ne veux pas trop m'attarder sur la question terminologique, au fond, en partie indifférente de savoir s'il faut dire apesanteur ou impesanteur. Vous verrez, je m'attarderai quand même un peu là-dessus. Vivre en apesanteur, ça ne veut pas dire être délivré radicalement de la gravité. C'est être délivré de certains effets de la gravité. C'est ce qui complique déjà un peu les choses. Mais enfin, disons apesanteur pour faire simple. Et j'espère que ici les scientifiques présents me pardonneront cette licence de vocabulaire. Je dirais apesanteur, la même où parfois il ne s'agit que de microgravité. Alors, ce que je voudrais dire pour commencer, c'est à quel point cette question de la vie, ou de l'expérience même de l'apesanteur, est à l'intersection de, je me retourne vers l'affiche de nos journées, de la vie humaine, de la vie extraterrestre et de la vie artificielle. Vie artificielle, commençons par là, puisqu'au fond, c'est absolument lié, la possibilité même de l'apesanteur telle qu'elle est vécue par les astronautes, c'est absolument lié à un contexte technique, techno-scientifique, à une expérience artificielle, qui est au fond, quand on y réfléchit bien, l'expérience d'un monde artificiel. Donc des conditions de vie qui rendent, disons par exemple, une capsule spatiale habitable et qui produisent artificiellement une écosphère, un écosystème en quelque sorte autonome, autosuffisant, qui mime des conditions de vie habitables telles qu'on pourrait les imaginer sur la Terre, à quelques différences près, dont la plus notable est ce problème de l'apesanteur. Alors il y a des façons de la contrer, on peut créer artificiellement aussi, j'en parlerai, de la gravitation, ou les effets de la gravitation, pour justement contrer les effets les plus gênants de l'apesanteur. Donc vie artificielle, c'est absolument évident. C'est des conditions de vie artificielle, une sorte de maquette ou de modélisation de monde qui rendent possible l'expérience intensive de l'apesanteur. Sur Terre, les expériences d'apesanteur, il y en a.
il y en a au moins par analogie. On peut arriver pas loin pour quelques secondes peut-être, parfois pour quelques minutes, pas loin de cette expérience que vivent pleinement les astronautes dans l'espace. Mais enfin, c'est quand même une affaire réservée à un contexte de vie tout à fait particulier, un contexte de vie artificielle, très largement, pour les hommes en tout cas. Vie extraterrestre, bon, je n'ai pas besoin d'insister, c'est l'espace. Et aussi, c'est une dimension très importante de mon propos, le rapport à la Terre qu'induit le fait de flotter en apesanteur dans l'espace. C'est quand même pas pareil que de le faire dans l'eau, par exemple. Vous savez que la poussée d'Archimède peut vous donner une sorte d'équivalent, une sensation d'apesanteur en quelque sorte. Ce n'est pas pour rien que les astronautes s'entraînent dans l'eau. Parmi leurs nombreux entraînements rigoureux, il y a de longs séjours dans des piscines. Bon. Mais enfin, c'est très important d'y ajouter cette dimension d'éloignement. Ça fait pleinement partie de l'expérience. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est ce couplage de l'apesanteur proprement dite et d'un rapport à la Terre déplacé, décentré, qui est proprement celui de la vie extraterrestre. Et enfin, le dernier aspect, vie humaine, c'est celui qui m'intéresse le plus. J'ai dit pourquoi déjà. C'est qu'au fond, ce qui m'intéresse dans l'expérience de l'apesanteur, dans ce flottement, induit par des conditions de vie artificielles, c'est la manière dont il, je ne vais pas dire transcende la condition humaine, ce serait déjà trop dire, ce serait trop se risquer, mais disons, complique singulièrement la manière dont on se représente la condition humaine. Et le fait de façon emblématique. Je veux dire qu'en tirant ce fil de l'apesanteur, je crois qu'on peut dérouler beaucoup de choses dont il a été déjà question lors des 2 précédentes soirées. Alors, plus belle la vie, moi aussi je vais tenter, comme Jean-Michel Besnier hier, de répondre quand même à la question. Mais je voudrais y répondre tout de suite par un paradoxe, c'est que si on s'intéresse vraiment à l'apesanteur, celle qu'expérimentent les cosmonautes, les astronautes, je ne sais pas très bien s'il faut dire cosmonaute, ça fait un petit peu ringard. J'ai l'impression que c'est ce qu'on dit quand on est petit, puis après on apprend qu'il faut dire astronaute, mais je dirais souvent l'un pour l'autre. Alors, je ne sais pas quel est votre avis sur la question. En première approche, on peut douter que ce soit si beau, et en tout cas que ce soit agréable. Cette expérience de l'apesanteur, elle n'est pas particulièrement confortable ni facile. Vivre en apesanteur, c'est, je vais rappeler là quelques faits, des faits scientifiques bien établis. Ça fait partie de la recherche spatiale aussi, la physiologie des conditions du vol spatial. Ce n'est pas particulièrement facile ni agréable. On s'expose naturellement à des risques. Alors là, je vais vous citer simplement, pour vous faire un peu peur et vous dissuader de tenter ça chez vous, comme on dit, les 3 effets les plus pénibles de cette affaire et qui contrarient évidemment, immédiatement l'expérience a priori plaisante de se promener dans l'espace, de flotter dans l'espace. La première chose qui est immédiatement perturbée, je dis immédiatement, enfin au bout de quelques heures perturbée, c'est chez chacun en fait, alors les sujets sont plus ou moins sensibles à ça, mais le système qu'on appelle optocinétique, c'est-à-dire un système complexe qui, dans l'organisme humain, assure la concordance de différentes données qui sont fournies respectivement par l'appareil visuel, les informations recueillies par l'œil, et de l'autre par ce qu'on appelle parfois le système neurovestibulaire, disons les capteurs de pesanteur qu'on a dans l'oreille interne. Alors c'est assez intéressant en soi, c'est des petits, on appelle ça des otolithes, bon, c'est des petits cailloux, dans mon langage, des petits cailloux qui flottent là dans l'oreille interne et qui sont particulièrement sensibles à la pesanteur précisément. Quand il n'y a plus de pesanteur, ce système-là se dérègle, en tout cas il opère à vide en quelque sorte, et donc on est conduit à se fier beaucoup plus, en quelque sorte, à faire porter tout le poids sur le système visuel pour essayer de compenser l'effet de désorientation induit par l'apesanteur. Donc c'est très compliqué de se repérer dans ces conditions, de trouver une sorte d'ancrage spatial. Le cerveau n'est plus renseigné sur le haut et le bas. Bon, ça c'est la chose la plus évidente, mais disons l'effet le plus immédiat de cette perturbation générale, c'est ce qu'on appelle parfois le mal de l'espace. Le mal de l'espace à laquelle, semble-t-il, je cite ici un médecin, le docteur Bernard Comet, qui a donné un article intéressant dans Science et Avenir il y a quelques années, 80% donc, un mal auquel 80% des astronautes sont inévitablement confrontés. Bon, le mal de l'espace, ça fait mal. La pesanteur, en l'occurrence, ça fait mal. C'est le premier point. Le deuxième point, tout aussi remarquable, c'est les troubles qui concernent la circulation sanguine. Je ne m'étends pas là-dessus. Disons que en temps normal, si vous êtes dans des situations terrestres, la pesanteur fait que le sang irrigue
naturellement le bas de votre organisme, les jambes et les pieds. Bon, c'est plus le cas en apesanteur. Et donc, en fait, l'organisme reçoit un signal un peu bizarre, qui est qu'il y a un afflux de sang dans la région du cœur et de la tête. Et du coup, pour compenser ça, si j'ai bien compris, l'organisme va mettre en action des tas de signaux, des tas de mécanismes pour, compenser, neutraliser ce qu'il perçoit comme un afflux de sang dans la région supérieure. Et donc ça passe concrètement par une envie de pisser assez constante, et, parce qu'il faut évacuer ce trop-plein, il faut faire baisser le volume du sang dans le corps, et puis aussi par le fait qu'on ne ressent plus la soif, semble-t-il. Alors ça, c'est pas gênant en soi, mais c'est un trouble quand même. Bon, tout ça relève de phénomènes divers qui disons, participent à un déconditionnement cardiovasculaire général. Tout ça est quand même pas très, très, très enviable. Et enfin, ça c'est le plus connu peut-être, du fait qu'on ne pose plus le pied. On l'évoquait tout à l'heure avec la question de savoir si on peut danser dans l'espace en apesanteur. On pose plus le pied au sol. En tout cas, on n'a généralement plus besoin de le faire pour se mouvoir. En général, on s'agrippe et on se tire, on se tracte, mais on n'a plus besoin de ce pas. Et donc le martèlement qui vient avec l'expérience de la marche, l'expérience quotidienne de la marche, et qui participe en fait à la bonne tenue du squelette, ce martèlement auquel est soumis notre structure osseuse en général par le phénomène de la marche, n'étant plus présent, on a des phénomènes de déminéralisation ou de décalcification des os qui peuvent résulter dans une perte de masse osseuse assez considérable. Bon, quand on revient sur Terre après un vol prolongé dans l'espace, on a toutes sortes de problèmes liés à ces trois facteurs principaux que j'ai évoqués. Donc c'est pas pour dire que c'est laid, que la vie n'est pas belle, mais elle est difficile, elle est compliquée, et en tout cas au niveau physiologique, c'est pas immédiatement agréable. Ça devrait pas l'être en tout cas. Ça devrait pas l'être. Et je passe sur les risques radioactifs liés au rayonnement cosmique ou au rayonnement du Soleil, des particules à haute énergie qui vous bombardent. Vous en êtes partiellement protégé, mais là aussi une exposition prolongée, surtout si vous allez plutôt vers Mars que vers la Lune, peuvent résulter de cette exposition prolongée peuvent résulter des maux divers. Alors, ceci étant dit, tout ça, c'est des effets de l'apesanteur et aussi de son corollaire immédiat qui est la perte de la station debout et de la stabilité que donne l'ancrage ou, disons, la position au sol. Il faudrait faire la part dans ce que je viens de dire de ce qui relève proprement de la suppression de l'apesanteur et ce qui relève de conditions plus subjectives, en quelque sorte, qui sont liées à la perception de sa situation dans l'espace. Mais j'y viens immédiatement, puisque c'est sur ce point-là que je pourrais en quelque sorte inverser tout ce que j'ai dit et vous montrer à quel point c'est beau et fantastique d'être en apesanteur, en tout cas si on en croit ceux qui en font l'expérience dans l'espace. C'est beau et c'est fantastique parce que on n'est pas simplement des créatures sentantes, je veux dire des créatures soumises au flux et reflux, disons, de ces mécanismes vraiment élémentaires que j'ai décrits dans l'organisme. On est aussi des créatures percevantes, capables d'organiser leurs sensations dans un monde perçu. Et là, c'est là qu'il faut introduire le facteur espace. C'est-à-dire que ce n'est pas rien d'être en apesanteur là-bas. Et qu'est-ce que ça produit ? Alors, ce sont des choses qu'on connaît bien, mais ça, c'est quand même, je trouve, assez émouvant de rappeler ce qu'a pu en dire le premier homme à proprement parler dans l'espace. Je veux parler d'Youri Gagarin, qui en 1961, donc, a pu voir le premier la Terre depuis l'espace. Avant lui, des chiens, une chienne en tout cas, avaient pu le faire. Mais les témoignages n'étaient pas absolument parlants. Je cite Gagarine. « Je pouvais voir les étoiles, le ciel. On perçoit bien la rondeur de la Terre. Elle est cernée d'un joli bleu. » C'est beau, la vie terrestre vue de loin. Il aperçoit la ligne d'horizon, bordée, dit-il, d'une lueur orange. Quand il pénètre dans l'ombre de la Terre, hein, il voit la ligne d'horizon, bordée d'une lueur orange, semblable à la couleur de mon scaphandre, qui tirait sur le bleu en un dégradé d'arc-en-ciel et qui finissait dans le noir, un noir absolu. Bon, je n'ai pas d'image, mais je pense que la description vaut davantage que l'image. Il faut imaginer, il faut que nous imaginions Gagarine découvrant la beauté du monde, la splendeur de la Terre vue du ciel. Alors, précisons qu'à l'époque et aux distances où se situe Gagarine, c'est-à-dire à
quelque chose comme 250 km de la Terre à l'époque, vous ne voyez pas l'intégralité du globe terrestre. Donc ce n'est pas du tout les images, les très belles images qui ont été présentées hier soir. Cette série d'images appelée Earthrise, lever de terre, où on voit véritablement le globe dans sa totalité. On n'en est pas là, mais c'est déjà quelque chose d'admirable, d'émouvant. Et dans une version plus commerciale, je veux dire, de la même affaire, si vous vous rapportez au site de Virgin Galactic, la société de M. Branson, fondateur de Virgin, qui, comme vous le savez peut-être, voudrait proposer des voyages, disons, en tout cas des formules de tourisme spatial à brève échéance. Si on s'en rapporte donc à la description du périple proposé pour une somme quand même assez coquette, donc les premiers touristes, ce serait 200 000 $. Ensuite, passer les 500 premiers vols, ça tomberait à 20 000 $, ce qui est quand même beaucoup plus abordable. Voilà la description. Je cite, « En toute confiance, vous grimpez jusqu'à une altitude de 110 km dans une atmosphère de paisible recueillement mêlée d'excitation. Pendant la courte phase d'apesanteur, puisque c'est ça qui est promis, une courte phase d'apesanteur, vous observez, je cite à nouveau, le bleu cobalt du ciel tirant vers le mauve et l'indigo, puis le noir. » Bon, c'est presque l'expérience de Gagarine, mais repeinte aux couleurs d'un flyer, d'une brochure commerciale. Et c'est pas mal non plus. Si c'était offert, moi, je m'embarquerais. Peut-être pas à 20 000 $, enfin, on verra. Alors, je voulais commencer par là et vous dire que, voilà, on a avec l'expérience de l'apesanteur cette espèce de mixte, je dirais, de douleur et de ravissement, qui en soi est une expérience intéressante qui s'apparente, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, à certains exercices spirituels, typiquement. Bon, c'est pas pour rien qu'on a comparé parfois les astronautes à des moines de l'espace ou à des ronins, vous savez, ces samouraïs qui ont quitté leur seigneur et qui perpétuent l'idéal du samouraï par eux-mêmes. Bon. Alors, je reviendrai sur ces choses peut-être plus tard. Ce qui m'intéresserait ici, c'est en effet de faire la part de ce qui relève proprement des effets les plus immédiats, les plus physiologiques de la suppression des effets de la gravité, des effets habituels de la gravité, suppression de la pesanteur, donc, et de ce qui relève en effet de la situation en quelque sorte ontologique de l'homme dans l'espace, son rapport perturbé à la Terre qu'il voit, qu'il perçoit à distance. J'aimerais bien distinguer ces deux points, parce que quand même, il ne faut pas tout confondre. Mais en même temps, je voudrais montrer que les deux aspects sont en réalité inséparables. C'est-à-dire que l'expérience de l'apesanteur, elle est en tant que telle cosmique. Elle est en tant que telle, elle engage, disons, le rapport au tout, à la totalité. C'est-à-dire à la Terre, à l'espace qui la contient, et probablement à soi-même, comme partie de cette totalité. Et au fond, ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion, si cette affaire m'intéresse tant, c'est que j'y vois aussi, dans cette idée du flottement, j'y vois aussi peut-être une manière de repenser peut-être plus généralement ce qu'on pourrait appeler philosophiquement les conditions de coexistence de tout ça, c'est-à-dire d'individus vivants dans une totalité qui lui échappe et en même temps qu'il comprend de mieux en mieux. Essayer de ressaisir tout ça, pas dans les termes traditionnels de l'espace et du temps universel, mais quelque chose comme un espace et un temps flottants, dont cette expérience, ou à laquelle cette expérience nous donnerait accès. Je m'empresse de dire que flotter dans l'espace, en l'occurrence, c'est pas simplement un accomplissement, comme on pourrait le penser rapidement, comme ça, en y portant une attention distraite, c'est pas simplement l'accomplissement d'un fantasme d'élévation. Ça, c'est le mythe d'Icare. Vous vous souvenez, Icare qui se colle sur les bras, qui se fabrique des ailes artificielles en les collant avec du miel et de la cire, se rapproche du soleil et s'y brûle. Après l'élévation, la chute. Bon, ça, c'est le mythe d'Icare. On pourrait imaginer que la version qu'en donnent les astronautes, c'est la version heureuse, la version solaire, en quelque sorte, une élévation sans chute. Je crois que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. En tout cas, ce qui m'intéresse dans l'affaire, ça n'est pas l'exploration de mondes inconnus, ce n'est pas les coups de sonde que l'homme peut envoyer dans l'espace ou la manière dont il peut lui-même s'y projeter pour, disons, faire de nouvelles conquêtes. La dimension de conquête dans la conquête spatiale m'intéresse peu, en général. Et c'est pourquoi je concentrerai l'essentiel de mon propos sur le vol orbital, qui, je le disais tout à l'heure, du point de vue de l'enfant de 12 ans que j'étais à l'époque où je regardais Star Wars, le vol orbital paraissait une chose assez pathétique en réalité. Voler à 200 ou 300 km de la Terre présentait bien peu d'intérêt. C'est une version un peu augmentée de l'avion. Bon.
Je pense que précisément c'est ça qui est intéressant. Parce que précisément, la dimension de conquête passe au second plan. Conquérir des niveaux orbitaux, rejoindre une station spatiale, une station orbitale, vous pouvez le penser sans pathos, vous pouvez l'envisager sans y projeter immédiatement cette espèce d'héroïsme des commencements, cette mentalité de conquérant, qui domine encore quand même beaucoup le discours des astronautes eux-mêmes. Mais après tout, c'est naturel, ils vivent quelque chose d'extraordinaire et ils ont le droit, eux, de le faire valoir dans ces termes-là. Mais c'est vraiment pas comme ça que je veux l'aborder ici. Je voudrais, en somme, dégager la spécificité de cette expérience en tant qu'expérience de l'apesanteur et pas en tant qu'expérience d'élévation. Et je dirais, pour des raisons équivalentes, ce qui va m'intéresser prioritairement, c'est pas tellement cette expérience comme emblème de ce qui pourrait être, par exemple, l'emprise de la technoscience sur nos vies, comme figuration presque hyperbolique, paroxystique des capacités de déconditionnement que l'homme a développé vis-à-vis de lui-même et de son environnement naturel. Ce n'est pas sous ce point de vue-là, disons, pour le dire vite, la question de la technoscience et de la transcendance de la condition humaine que je veux aborder le problème. Je veux l'aborder vraiment, plus modestement peut-être, sous l'angle de sa singularité. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a là de nouveau, qui n'est pas dans l'expérience de la montgolfière ou du ballon, qui n'est pas dans l'expérience de l'avion, et qui me permet de m'y porter, de m'y rapporter, sans condamnation ni célébration excessive, mais sur le mode que recommandait Spinoza, c'est-à-dire ne pas célébrer, ne pas condamner, mais comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe là. Et je veux comprendre pourquoi c'est à la fois si merveilleux, si exaltant de se retrouver dans cet état. Et ça, c'est un trait constant. Il n'y a pas un seul témoignage d'indifférence chez aucun des astronautes qui est revenu d'un périple spatial. Vous avez quelqu'un qui dit oui, c'était pas mal. Bon, non, ils sont tous vraiment bouleversés. Et ça va parfois jusqu'à des bouleversements de l'ordre de la conversion religieuse. Il y a un certain nombre d'exemples d'astronautes qui sont revenus transformés. Et pourquoi ils le sont et comment ils le sont, c'est ce qui m'intéresse ici. En même temps, dernier point de méthode, il ne faut pas non plus forcer excessivement la singularité des choses. C'est-à-dire que cette expérience, toute particulière et spécifique qu'elle est, il ne faut pas l'enfermer dans sa singularité, il faut comprendre en quoi elle est transposable à des dimensions de l'expérience terrestre, à des dimensions peut-être tout à fait ordinaires et habituelles de l'expérience terrestre. Je voudrais inverser la logique habituelle, ne pas m'intéresser, disons, à la dimension d'aliénation, au sens de se rendre étranger aux conditions habituelles de vie, étranger à soi-même aussi. Cette dimension qui est vraiment très présente dans les discours et les célébrations de la terraformation, on l'évoquait hier soir, cette idée d'un exil ou d'un exode possible de l'humanité vers d'autres terres, m'intéresse moins que la possibilité de rapatrier sur Terre l'expérience singulière de l'espace. Il s'agit de rapatrier sur Terre le voyage spatial, en quelque sorte, et ça signifie, d'une part, enregistrer, essayer d'approfondir les répercussions émotionnelles, idéologiques, philosophiques qu'ont pu avoir les premiers voyages spatiaux à l'époque où ils ont eu lieu. Je veux dire, sur Terre, cette affaire de voyage dans l'espace a constitué un événement. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on a perçu cet événement et comment immédiatement on y a vu quelque chose qui nous concernait, nous tous, même si on n'est pas soi-même astronaute, et j'ajouterais, même si l'homme n'est pas destiné, en fait, à atteindre ces terres futures, ces terres lointaines. Si l'homme est irréductiblement terrestre, il aura au moins volé dans l'espace. Et cette expérience compte pour chacun d'entre nous. C'est ça que je veux élucider. On peut dire autrement que, au fond, il s'agit de se rendre compte que le voyage spatial, tel qu'on le connaît maintenant, était attendu, était préparé de longue date, depuis quasiment des millénaires. Ça aussi, je voudrais en dire un mot, mais pour prendre un symptôme vraiment d'époque, contemporain, donc du Spoutnik 57, de Gagarine 61 et du premier homme sur la Lune 69, je pourrais faire référence à Hannah Arendt, la philosophe allemande Hannah Arendt, qui s'étonnait elle-même du soulagement général, du soulagement, non pas des scènes de célébration et de liesse, mais du soulagement qui a accueilli les premiers pas, j'allais dire, de l'homme dans l'espace. Pas les premiers pas, en l'occurrence. Il faudrait dire un mot de
de la différence qu'il y a entre l'expérience de Gagarine et celle d'Armstrong. Faire ses premiers pas sur la Lune, c'est pas du tout être en apesanteur dans une capsule. Mais bon, ce qui est en jeu, là, c'est 61, c'est Gagarine, le premier homme dans l'espace. Arendt dit, bizarrement, on ne s'est pas réjoui, on n'a pas accueilli ça avec un enthousiasme délirant. Tout le monde a été soulagé. Soulagé de quoi? Soulagé de voir que enfin, on avait réussi à mettre quelqu'un en orbite, d'envoyer un homme dans l'espace. C'était d'une certaine façon ce que tout le monde attendait depuis des siècles, depuis des millénaires. En ce sens, dit Arendt, le commun, les hommes ne retardent pas, la société en général ne retarde pas, comme on le dit souvent sur la science. C'est l'inverse. C'est la science ou la technoscience qui a tardé à réaliser ce rêve que l'humanité caressait depuis des millénaires. Ça, c'est intéressant comme point de vue. Et on pourrait se tourner vers des textes de Pierre Hadot, donc un philosophe spécialiste des traditions antiques, et notamment justement de la tradition des exercices spirituels dans l'Antiquité, qui lui-même explique dans un beau texte que j'aurai l'occasion de citer, que l'homme occidental s'est en fait longuement préparé, spirituellement, dit-il, au voyage dans l'espace. Il s'est même acclimaté, idéologiquement, pourrait-on dire, au voyage de l'espace, bien avant qu'on envoie Gagarine tourner quelques heures à peine en orbite autour de la Terre. Bon. Vous avez compris, ma question, c'est en quoi tout ça compte pour nous. Et donc, pour annoncer un plan comme on fait dans les écoles, j'ai 2 temps principaux que je voudrais marquer dans mon exposé. Je voudrais, dans un premier temps, examiner, en prenant un peu alors pour le coup, un peu de distance, un peu de hauteur de vue, mais en m'appuyant sur des faits concrets, c'est-à-dire des réactions concrètes de philosophes à l'événement, je voudrais vous donner un peu la mesure du bouleversement, oui, employons le grand mot, ontologique, ça concerne l'être, et notre rapport à l'être en général, au bouleversement ontologique qu'a représenté cette affaire de se promener en apesanteur dans l'espace. Je le ferai en circulant à travers un certain nombre d'auteurs, pas tous contemporains de l'événement, je peux les citer déjà, Husserl, Heidegger, Arendt, je l'ai évoqué, et aussi Lévinas, dans un texte étrange qui s'intitule « Heidegger, Gagarine et nous ». Bon. Dans un deuxième temps, et là c'est peut-être le moment le plus risqué, le plus personnel, le plus expérimental pour moi, j'aimerais vous montrer que l'apesanteur peut en effet être envisagée comme un exercice spirituel, et plus largement peut être envisagée comme une pratique, une expérimentation qu'on peut transposer dans sa vie, et qui explique en retour l'intérêt et parfois la fascination qu'on peut éprouver pour cette expérience par procuration, celle de Gagarine, celle d'Armstrong et de tous ceux qui ne sont pas si nombreux. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a à peu près 600 qui sont allés dans l'espace réellement jusqu'à présent, dont très peu de femmes, une soixantaine. Mais ce n'est pas beaucoup. Bon, c'est vraiment une fraction infime de l'humanité. Mais par procuration, on se sent tous concernés. J'allais dire comme si on y avait été soi-même, d'une certaine manière. Alors, pour le comprendre, je crois qu'il faut revenir à des exercices, en quelque sorte, d'apesanteur, qui résonnent très fortement avec cette expérience vécue par procuration par toute l'humanité. Et donc, je ponctuerai aussi mon propos de 2 interludes, je l'annonce tout de suite, 2 interludes, un interlude cinéphilique, puis un interlude que j'appellerai technique, parce qu'il faut qu'à un moment que je vous dise 2-3 choses sur les conditions mécaniques, dynamiques, physiques de ce qu'on appelle l'apesanteur. Mon premier interlude, il a lieu maintenant. S'il faisait un peu plus sombre, si la nuit était déjà tombée, je vous montrerai des extraits de films, mais je vais faire appel à votre imagination, la solliciter un peu fortement. Ce sera d'autant plus difficile si vous n'avez pas vu les films, mais je voudrais évoquer, donc c'est l'interlude cinéphilique, disons, 2 films, l'un tout à fait récent, Gravity. Combien parmi vous ne l'ont pas vu? Donc on va s'amuser, quoi. Je vais vous décrire des scènes incroyables que vous allez vivre, vous aussi, par procuration. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et puis je vous parlerai aussi de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors ça, c'est quand même un classique de Stanley Kubrick, qui a été tourné entre 65 et 68, qui est sorti en 68, un an avant l'affaire de la Lune, et qui reste quand même sur un mode, disons, un peu symphonique, sur le mode d'une sorte d'opéra cosmique ou d'opéra philosophique, un des plus beaux témoignages témoignage esthétique de l'impact imaginaire que peut avoir le voyage spatial avant même que l'homme soit allé sur la Lune, avant même qu'il ait dépassé les orbites les plus proches. On avait évidemment rêvé, filmé cela.
Alors je commence par Gravity. Et donc rapidement, parce que je ne veux pas vous ennuyer avec un film que vous n'avez pas vu, il n'y a pas grand-chose à déflorer en réalité, parce que le drame, je veux dire l'intrigue ou la narration est assez classique. Alors autant 2001, c'est une sorte d'opéra prophétique comme ça, absolument grandiose, autant Gravity, aussi impressionnant que soient certaines scènes d'action du film, Gravity, du point de vue de la fiction, c'est une sorte de drame intimiste, en quelque sorte. Ça raconte quelqu'un qui n'aime pas l'espace, qui pratique le métier d'astronaute, mais qui foncièrement n'aime pas l'espace, a des problèmes psychologiques et veut revenir sur Terre pour se reconnecter avec elle-même et avec sa vie et probablement quelques proches. Bon, je simplifie, disons que c'est un film à la fois naturaliste et intimiste, ça n'a rien à voir avec 2001. Mais visuellement, et dans le montage proprement, avec les moyens propres du cinéma que Gravity propose, eh bien, il y a réellement une avancée considérable dans la capacité de suggérer, là encore par procuration, quelque chose du caractère inouï de l'expérience de percevoir et vivre en apesanteur dans l'espace. Et là, la référence, ce serait moins en l'occurrence, évidemment, Neil Armstrong foulant le sol de la Lune, ce serait pas non plus Gagarine dans sa petite capsule, mais ce serait le premier vol libre, ce qu'on appelle un vol libre, c'est-à-dire littéralement désarrimé du vaisseau spatial ou de la navette spatiale, celle de Bruce McCandless en 1984. Alors ça, j'en étais contemporain, mais je suis totalement passé à côté. J'ai même pas vu les images, je sais pas comment j'ai fait. Je les ai découvertes bien après. On voit cet homme, vous connaissez tous cette photo, qui est presque plus bouleversante que la Terre vue de loin, que le lever de Terre, photographié par Apollo 8 en 68. En 84, McCandless flotte littéralement sans fil, sans être accordé à quoi que ce soit. Il flotte seul dans l'espace avec un jetpack de 150 kg. Ça peut servir pour revenir. Mais voilà. Et donc l'image qui a été prise, c'est ce petit homme, ce frêle individu engoncé dans un scaphandre. On ne voit même pas son visage puisque la visière reflète la lumière alentour. Et on le voit flotter comme ça dans un ciel de terre. Alors c'est ça la référence, je dirais, photographique implicite de Gravity. Gravity développe ça avec les moyens propres du cinéma et de la 3D et arrive par différentes manœuvres à procurer une sensation très vive de l'état de désorientation dans lequel on peut être quand on est effectivement pris dans ces conditions d'apesanteur. Donc les moyens, c'est effectivement une caméra qui tourne littéralement à 360 degrés et qui donc procure très vivement la sensation qu'il n'y a pas d'orientation privilégiée, que le haut et le bas ne cessent de s'inverser, tout comme le convexe et le concave. Quand vous voyez la Terre renversée, qui fait figure de ciel et qui devient convexe, alors qu'on a l'habitude de la voir comme un globe concave. Bon, quand elle vous surplombe comme un ciel au-dessus de vous, vous avez quand même une drôle de vision. Moi, je n'avais jamais vu ça au cinéma. Il y a une absence totale d'horizon et aussi de profondeur de champ qui est suggérée par le caractère mat, une nuit d'encre de ce ciel vaguement moucheté d'étoiles, mais essentiellement noir, noir, noir comme jamais, et qui contraste par des sortes de champ contre champ constants avec la lumière aveuglante du soleil. Bon. Et puis vous avez aussi, mais ça fait partie intégrante de l'expérience, qui vous montre que flotter, c'est pas simplement flotter dans l'espace, mais aussi flotter dans le temps. Il y a ce rapport très étrange, en fait, tout au long du film, à la temporalité de la Terre, qui est perçue de loin en loin par les signaux qui sont envoyés au début, puis à la fin, on perd le signal, mais on continue soi-même à émettre régulièrement. Bon, il y a Houston, comme vous savez, avec qui on est en contact. Vous balayez les 24 fuseaux horaires plusieurs fois par jour. Vous savez qu'en 1h30, on peut faire le tour de la Terre en orbite. Ça fait 16 levées et couchers de soleil par jour. Bon, là aussi, il y aurait des citations. Je crois que c'est Jean-Loup Chrétien qui décrivait ça de façon très, très belle. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une journée où on voit 16 fois le soleil se lever ? Tout ça, vous le voyez dans le film. Et donc, vous avez aussi la sensation d'un temps distribué sur l'espace, ce qui est une chose très étrange, avec des rapports de connexion, de déconnexion constants. À la fin du film, elle arrive à se reconnecter bizarrement avec quelqu'un qui fait de la radio amateur en Chine. Donc vous entendez les japissements d'un chien, peut-être une allusion à Laika. Et puis un type, un Chinois hilar, qui dit « Mayday, Mayday, Mayday », qui répète le signal de détresse sans le comprendre, manifestement. Et de loin en loin, donc, il y a des expériences de déconnexion, de reconnexion qui trament un temps
totalement inhabituel, scandé aussi par ses levées et couchers de soleil. Alors, il n'y en a que 3 dans le film, parce que le film durant 1h30, il vous donne un aperçu de ce qui devrait en réalité durer beaucoup plus, mais on voit en fait l'équivalent donc de 3 fois 1h30, si je compte bien, en 1h30. Enfin, tout ça pour vous dire que le contexte qui est créé par Gravity, c'est en effet celui ce qu'on pourrait appeler un film giratoire, quoi, ou un film orbital. Toute la structure du film est construite autour de ça, et ça me suggère, moi, une classification, mais ça c'est presque une digression, une incidente, une classification des films de science-fiction sur le voyage spatial en 2 grandes catégories. Il y aurait des films giratoires ou des films orbitaux, et puis des films translatoires. Alors typiquement, 2001, c'est le film translatoire par excellence, puisque vraiment il met en jeu l'idée d'un vaisseau spatial qui part vers Jupiter, comme vous savez, dans la deuxième moitié du film, et même au-delà, vers l'infini. Il met en jeu aussi une sorte d'histoire immémoriale de l'humanité. Le film commence par des scènes où on voit des grands singes accéder à l'intelligence. Et donc, il se développe sur des échelles de temps et des échelles d'espace absolument inouïes. Et c'est toujours l'idée d'aller plus loin, toujours plus loin. Et c'est pourquoi ça illustre aussi typiquement des films, disons, qui traitent sur un mode spéculatif et grandiose la question de la transcendance de la condition humaine. Mais pour ça, il faut un film translatoire. Si vous êtes dans un film orbital, l'enjeu, comme dans Gravity, c'est comment retrouver un lien d'attache avec cette Terre qu'on n'a pas quittée à jamais. On n'est pas en route vers Jupiter et au-delà. On est à 300 et quelques kilomètres de la Terre. Bon, on peut s'échapper à 600 kilomètres pour réparer un télescope, mais on n'est pas bien loin. Je veux dire, 600 kilomètres au plus, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, c'est à peine la distance d'Ajaccio à Lyon. En tout cas, c'est pas loin. Et donc, dans ce contexte, la fable ne peut pas avoir cette dimension grandiose et cosmique. C'est une fable, mais en même temps, elle est très intéressante, qui va mettre en jeu la capacité d'un individu à flotter quelques heures, peut-être quelques semaines, dans un espace atopique, c'est-à-dire il n'y a pas de lieu à proprement parler. Être dans un vaisseau spatial, être dans une capsule pour quelques heures, c'est pas occuper un lieu. C'est être littéralement dans l'espace, noyé dans l'espace, flottant dans l'espace, et se poser la question omniprésente, obsédante dans le film Gravity, de comment se reconnecter techniquement, mais aussi affectivement avec la Terre. Puisque donc le personnage, le protagoniste principal, incarné par Sandra Bullock, est quelqu'un dont je disais qu'elle a des problèmes, disons, d'ordre existentiel, quoi. Je crois que sa vie n'a plus beaucoup de sens, et l'enjeu pour elle, c'est de se reconnecter avec cette vie terrestre. Voilà. Mais pour ça, il faut flotter. Et l'expérience du flottement, c'est là que je ne veux pas en dire davantage, elle est essentielle dans le film, elle est essentielle pour cette personne, justement. On pourrait dire que c'est un film thérapeutique, en quelque sorte. Il lui fallait s'agiter un peu et flotter un peu dans l'espace pour parvenir à se reconnecter, c'est-à-dire à trouver un sens à sa vie, à retisser un rapport avec la Terre. Bon, c'est la fin de mon interlude cinématographique, et maintenant je vais donner un coup d'accélérateur, et sur un mode un peu translatoire, traverser, prendre en écharpe 3, 4, peut-être 5 références philosophiques qui chacune mériterait des développements, une mise en contexte particulière, mais dont j'extrairai simplement ce qui est pertinent pour éclairer mon petit problème, le problème de la pesanteur. Je commence par Husserl, Edmund Husserl, qui est un auteur philosophe très important, mais notoirement difficile, fondateur de cette école qu'on appelle la phénoménologie, et qui, disons, au tournant du siècle, en 1900 et un peu au-delà, jusqu'aux années 30, a développé une méthode philosophique d'analyse qui consiste à, on pourrait dire au plus court, à essayer d'accéder au sens des choses en montrant de quelle façon elles nous sont données, de quelle façon elles apparaissent, quel est leur phénomène. Le phénomène, ici, ça signifie la manière dont la chose paraît. La manière dont elle paraît est finalement la voie d'accès royale au sens des choses. Et donc là, ce qu'il faut se demander, c'est comment quelqu'un qui a érigé cette méthode en philosophie aborde la question du voyage spatial. Alors Husserl, il n'a pas vu ça arriver, mais il a pu y réfléchir, et il y a réfléchi, disons, dans le sillage d'une réflexion plus générale sur les enjeux de la science moderne, de la science post-galiléenne. Ça le souciait beaucoup parce qu'il pressentait, comme beaucoup d'autres à l'époque, comme plus tard Heidegger, et même Hannah Arendt encore, il pressentait que l'évolution de la science moderne, son caractère de plus en plus abstrait à certains égards, parce que mathématisé, la façon dont le monde était réduit après Galilée à un univers régi par des lois universelles,
la manière, en gros, dont on avait perdu l'ancien cosmos grec, cet ordre naturel dans lequel l'homme tenait une place en quelque sorte privilégiée. Bon, toute cette orientation de la science et donc aussi de la pensée moderne avait pour conséquence, ou présentait en tout cas le danger d'une perte de contact avec le sens des choses, je veux dire le sens du monde tel qu'il nous est d'abord donné, avant qu'on étudie la science. Bon. Et donc, dans le cadre de cette réflexion générale, il s'intéresse, comme d'autres, au statut de la Terre, de notre rapport à la Terre. Et il le fait, pas simplement en s'interrogeant sur le vol des oiseaux, il le fait, pas simplement en s'interrogeant sur l'expérience aéronautique en général, il était quand même contemporain des avions, mais il le fait aussi en imaginant ce que ce serait de voir la Terre d'ailleurs, la Terre depuis la Lune, la Terre depuis le Soleil, ou la Terre depuis ce qu'il appelle une arche spatiale. Alors, le texte auquel je fais référence, c'est un texte des années 30 qui a été publié après sa mort et qui porte parfois le titre, en traduction, « L'arche-terre », comme l'arche de Noé, en quelque sorte, ne se meut pas. C'est une thèse très forte. Il veut défendre l'idée, philosophiquement, que, si on veut parler rigoureusement, ça n'a aucun sens de dire que la Terre se meut. Et donc, a fortiori, ça n'a aucun sens de la considérer comme un corps, tout simplement. Un corps dans l'espace. Un corps parmi d'autres dans l'univers. Cette intuition, elle est fondée sur l'idée que le premier accès, et l'accès en fait privilégié qu'on a à la Terre, c'est en effet celui de l'expérience ordinaire, celui qui nous est donné à travers les sens, c'est l'expérience d'un milieu enveloppant, dont on ne voit pas les confins, dont on fait jamais à proprement parler le tour, même si on est un grand explorateur, c'est l'idée d'une arche qui serait, c'est pas pour rien qu'on dit la terre-mère, qui serait comme un réceptacle ou comme un berceau, comme un milieu d'accueil dans lequel on grandit, dans lequel on est immédiatement situé, mais pas situé comme on le serait dans l'espace géométrique abstrait, pas situé en un lieu identifiable sur une carte, mais on y est situé en quelque sorte comme dans un horizon, un milieu d'appartenance primordial qui doit en fait orienter tout notre discours, tout discours sensé sur la chose. Alors que se passe-t-il précisément quand des scientifiques, ou plus tard, mais ça ils l'entrevoient seulement, des astronautes vous décrivent la Terre en quelque sorte vue d'ailleurs, la Terre vue de la Lune ou vue du système solaire dans sa totalité. Bon, ben pour Husserl, à proprement parler, quand vous faites ça, c'est des textes assez étonnants. L'étonnement qui suscite est à la mesure, je pense, de la radicalité de la thèse et de la méthode. Mais Husserl va en effet jusqu'à dire que, à strictement parler, eh bien, la Terre ne peut jamais être perçue comme une planète, comme un corps planétaire parmi d'autres dans le vaste ciel, dans le cosmos. Elle ne peut pas être perçue, j'insiste sur ce mot, puisque c'est ça l'enjeu. Elle peut évidemment être pensée comme ça, mais à ce moment-là, vous ne pensez plus la Terre. Vous pensez précisément un corps, c'est-à-dire vous pensez une localisation, vous pensez un ensemble de phénomènes physiques qui ont peut-être, il en a été question hier soir, qui rendent compte des spécificités physiques, je veux dire géologiques, biologiques, etc., de ce milieu Terre, mais vous ne parlez plus de la Terre, vous avez perdu le contact avec la Terre tel que vous en avez fait l'expérience primordiale en vous y trouvant en quelque sorte de façon native. Vous avez perdu le contact avec ce qu'il appelle le sol, avec ce sol originaire qui devrait en fait continuer à infuser, à informer tout discours sensé sur la chose. Donc il y a cet état de schizophrénie où en réalité Husserl nous explique que quand vous parlez de la Terre comme un objet parmi d'autres en mouvement dans le système solaire, vous parlez réellement d'autre chose. C'est un niveau de discours qui s'est déconnecté de l'expérience première que vous pouvez avoir de l'arche-terre. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est moins cette thèse générale qui est discutable, qui est intéressante philosophiquement par l'effet de décadrage, de déplacement qu'elle suscite. Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est ce qu'il a à dire spécifiquement du vol spatial, parce qu'il l'évoque sur le mode d'une hypothèse ou d'une spéculation. Il dit, supposons qu'on arrive à s'installer sur la Lune, justement, et qu'il y a en quelque sorte deux terres. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Mais ça, c'est exactement le problème des gens en vol orbital, les gens qui sont dans des stations spatiales. On ne s'est pas encore installé durablement sur la Lune, encore moins sur Mars pour des raisons qui ont déjà été expliquées. Mais bon, on peut séjourner assez longtemps maintenant dans des stations orbitales.
disons, dans une deuxième Terre, une Terre qui serait en quelque sorte en extension de la Terre première. Et donc Husserl se pose la question, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on y habite, c'est-à-dire si on ne s'y réfère pas simplement comme à un point ou à un lieu possible dans l'espace indifférencié, mais si on s'y loge, on y habite et éventuellement on s'y reproduit. Si des générations orbitales, comme ça, développent une population à 600 ou disons à 350 km de la Terre. Eh bien, la thèse de Husserl consiste à dire que dans ce cas-là, on aurait bien une situation de relativité complète entre les deux corps, entre les deux terres, entre la Terre 1 et la Terre 2, au sens où, du point de vue de chacun, on pourrait dire que l'autre se meut. Du point de vue de la Terre, on dirait que la station orbitale fait des tours autour de la Terre. Du point de vue de la station orbitale, vécue comme un sol originaire pour ceux qui y seraient nés, la Terre serait en déplacement autour de la station. Ça, c'est la relativité du mouvement, qui n'a pas été inventée par Einstein, mais qui est connue depuis Descartes et Galilée. Mais, précise Husserl, on ne pourrait le faire, ce jeu de relativisation, qui est exploité à plein dans le film Gravity, dans les champs contre champs sur la Terre et sur la station spatiale, on ne pourrait réellement le vivre en réalité qu'en se référant en quelque sorte à une troisième Terre. Où est-elle? Une troisième Terre qui serait par défaut la synthèse des deux, qui serait en quelque sorte le point de connexion invisible qui relie la Terre à la station spatiale. Et c'est du point de vue de ce système, de cette synthèse terrestre, ou du terrestre et de l'extraterrestre, qu'on pourrait continuer à nourrir un discours sensé sur justement toutes ces questions d'habitation et de vie dans l'espace. Bon. Alors, je dis que ce sont des thèses étranges, des thèses en tout cas qui nous forcent à envisager avec un certain degré d'abstraction la difficulté qu'il y a à se situer dans l'espace comme un lieu d'habitation possible, un lieu qui n'est justement pas un lieu. Bon. Je passe sur Heidegger, c'est compliqué, c'est une affaire complexe qu'on peut difficilement résumer en quelques formules, mais je retiens de son rapport à la conquête spatiale, au voyage dans l'espace, il n'en a pas dit grand-chose explicitement. Ceci, d'abord le mot Spoutnik, qui en russe a quelque chose à voir, si j'ai bien compris, avec la notion de se précipiter, de se dépêcher, de se ruer vers. Spoutnik dit quelque chose comme ça. Heidegger entend ça dans la racine russe qui est derrière la désignation de ce vaisseau spatial. Et il dit Spoutnik, c'est cette appellation elle-même, cette précipitation, elle témoigne de l'espèce de tonalité qui accompagne la conquête spatiale et le projet même de coloniser l'espace. C'est quelque chose qui manifeste, qui exprime la technicisation de la langue elle-même et son appauvrissement. Et c'est vrai que Gagarine, le premier mot qu'il prononce au moment de s'embarquer, en russe, je ne parle pas le russe, mais j'ai compris que c'est Poekali, qui veut dire « hop, on y va ». C'est ça qu'il a dit. Alors il n'a pas dit comme Armstrong, ceci est un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité. Il n'a pas fait de phrases. Il les a faites au retour, en tout cas, c'est ça qui a été consigné dans le rapport remis à ses autorités. Mais Heidegger prend ça aussi comme un symptôme de l'espèce d'appauvrissement technique, l'espèce de formalisation purement opératoire du langage qui accompagne en fait cette volonté technicienne d'étendre la sphère d'action de l'homme. Et pour lui, c'est ce qu'il explique dans un entretien au Spiegel de 1966, qui est paru après sa mort, pour lui, ça relève au fond de cette tendance lourde de la civilisation occidentale qu'il associe au phénomène du déracinement. C'est-à-dire la conquête spatiale, mais de façon générale, on pourrait dire toutes les avancées techniques qui travaillent aux marges ou aux confins de la condition naturelle de l'homme, témoignent d'une déconnexion fondamentale avec l'être, avec le monde dans un premier temps, au sens où Husserl pouvait parler du monde comme cet horizon familier, cet horizon primordial, mais plus profondément pour Heidegger, une déconnexion avec l'être, réduit en quelque sorte au statut d'objet. La Terre réduite à un corps, l'univers lui-même manipulé en quelque sorte d'un point de vue surplombant, d'un point de vue de survol. Je passe là-dessus pour aller très vite pour vous montrer que tous les philosophes n'ont pas réagi de façon uniforme à ces événements, à Lévinas. Lévinas écrit en 1961, quelques semaines après avoir assisté au premier vol humain dans l'espace, il écrit ce texte qui s'appelle Heidegger, Gagarine et nous, un texte qui est peut-être le plus violent qu'il ait jamais écrit contre Heidegger, où il fait en fait l'apologie du voyage dans l'espace.
Donc c'est un contre-pied complet qui vous montre comment on peut inverser la perspective et reposer la question à nouveau frais. Mais ce qui m'intéresse plus spécialement, c'est que ce qu'il met au cœur de l'expérience Gagarine, ce n'est pas tellement la colonisation de nouvelles contrées à l'horizon de cet exploit, c'est proprement l'expérience de Gagarine lui-même comme un individu flottant dans l'espace, en quelque sorte. Je cite, « Ce qui est admirable dans l'exploit de Gagarine, ce n'est certes pas son magnifique numéro de Luna Park, qui impressionne les foules, ce n'est pas la performance sportive accomplie en allant plus loin que les autres, en battant tous les records de hauteur et de vitesse. Ce qui compte davantage, peut-être par-dessus tout, c'est d'avoir quitté le lieu, avec un L majuscule. Gagarine a quitté le lieu. Il a quitté tout lieu, en réalité. Pour une heure, je cite encore, un homme a existé en dehors de tout horizon. Tout était ciel autour de lui, ou plus exactement, tout était espace géométrique. Un homme existait dans l'absolu de l'espace homogène. » Alors, je dirais, ça c'est un peu le grand écart. C'est-à-dire, je vous ai donné les deux positions extrêmes qu'on peut avoir philosophiquement sur le phénomène. Ou bien on déplore le déracinement radical, l'homme déconnecté de sa prise primordiale, sa prise sur le sol, cette origine en quelque sorte, ou alors on célèbre quelque chose qui nous arrache au conditionnement, à la lourdeur, à la gravité qui pèse sur nos épaules, le conditionnement des cultures vernaculaires, des passés hérités, bon, tout ce qui limite en quelque sorte les possibles de l'humanité, ce qui empêche l'homme de paraître, je reprends les termes de Lévinas, dans la nudité de son visage. Tout ce qui est en quelque sorte hérité et qui nous embarrasse et qui, d'après lui aussi, nourrit la violence et le conflit en réalité. Gagarine ouvre une promesse pour l'humanité, non pas la promesse d'une réconciliation immédiate, mais la possibilité de s'arracher aux lieux et donc aussi aux ancrages locaux et donc aussi aux coutumes, aux traditions qui nous opposent. Voilà. Entre ces deux positions extrêmes, il y a une position, c'est pas qu'elle est médiane au sens d'un compromis entre ces deux idées, mais disons une proposition tierce, en tout cas une proposition qui passe entre ces deux discours, et c'est celle d'Hannah Arendt. Je veux dire un mot de cette pensée avant d'aborder le deuxième temps de mon exposé, cette ouverture sur l'apesanteur comme exercice spirituel. Arendt, elle aussi, réfléchit, comme ce que je viens de citer, sur la technique non pas comme ce qui serait la cause du déracinement évoqué par Heidegger, mais ce qui, au contraire, révèle une tendance de fond qui est le déracinement lui-même. Le fait que l'homme s'est déraciné depuis longtemps, avant d'envoyer des hommes dans l'espace, avant de développer les instruments et les techniques qui permettent de le faire, l'homme s'est déraciné en pensée, en, disons, cultivant, en quelque sorte, une volonté d'appropriation, en développant aussi, presque de façon unidimensionnelle ou exclusive, son appétit de connaissance dans le sens d'une réduction de tout ce qui est, et notamment de la nature, à des objets, à ce qui se conforme au canon d'une connaissance objective. Ça, c'est la tendance lourde dont Gagarine dans l'espace est en quelque sorte le point d'aboutissement provisoire. Alors, elle replace en effet l'affaire de la conquête spatiale dans ce contexte. J'ai déjà dit un mot de son étonnement devant le soulagement des populations. Enfin, quelqu'un dans l'espace, on attendait ça depuis si longtemps. Elle est étonnée parce qu'au fond, d'une certaine façon, elle ne mesurait pas à quel point on était préparé à ça. Et donc, le livre qu'elle écrit, La condition de l'homme moderne, qui paraît quelque temps après, reprend cette question, et notamment dans le dernier chapitre, consacré à la conquête spatiale, en grande partie, en tout cas qui s'ouvre sur l'évocation des derniers développements de la conquête spatiale, elle essaie de resituer les choses à ce niveau de généralité. Et en fait, ce qui est très intéressant, je le signale simplement sans pouvoir le développer, c'est qu'elle va jusqu'à dire qu'en réalité, même, alors évidemment, ne parlons pas de l'invention de l'avion, ces choses-là, mais même la bombe atomique, qui était un sujet de préoccupation assez important à l'époque pour elle et d'autres, même la bombe atomique est un événement moins important en réalité que l'envoi, alors pas simplement d'un homme dans l'espace, mais déjà d'une sonde, le Spoutnik, dans l'espace, d'une capsule capable d'émettre des signaux depuis un point extérieur à la Terre. Elle dit ça, c'est un événement qui a une dimension sans commune mesure avec tout ce qu'on a pu imaginer jusqu'ici dans le registre technique, y compris la bombe atomique.
Et pour en donner pleinement la mesure, elle resitue cet événement bouleversant dans un contexte plus général où, au fond, elle dit qu'il y a 3 choses qui sont arrivées dans l'histoire moderne et qui ont contribué massivement à redéfinir la condition de l'homme moderne. Bon, on pourrait associer trois noms propres. C'est ce qu'elle fait, plus ou moins. Christophe Colomb, Luther et Galilée, ou Galilée-Gagarine, puisque ça, c'est en quelque sorte la même ligne. Pourquoi Christophe Colomb ? C'est faire le tour de découvrir l'Amérique, évidemment, mais à terme, globaliser la Terre, arriver à repousser les frontières, repousser l'horizon et faire que la Terre, qui était un horizon jusqu'à présent, précisément, se referme sur elle-même et apparaisse à l'homme, en tout cas du point de vue cartographique, avant même qu'on la photographie depuis la Lune, que la Terre apparaisse comme une boule. Bon. Donc comme un espace fermé. Alors ça, c'est absolument fondamental. C'est comme ça que se définit la condition de l'homme moderne. C'est ça aussi qui encourage, évidemment, qui nourrit en fait l'idée que maintenant qu'on a fait le tour de la Terre, on peut aller voir ailleurs. Luther, c'est plus compliqué cette histoire, mais en gros, c'est la réforme, c'est l'esprit du protestantisme dont Max Weber a montré qu'il nourrissait et qu'il infusait dans l'esprit du capitalisme. C'est l'idée que, en un certain sens, l'homme n'appartient plus à la Terre ou au monde. C'est-à-dire que ce qui est son enjeu propre, c'est son intériorité, c'est le moi, c'est le sujet, c'est son rapport à lui-même et donc aux autres, mais en quelque sorte en contournant ou en court-circuitant cette nature grecque, ce cosmos qui a été jusqu'à Luther, en tout cas, d'après Arendt, le lieu naturel, le milieu naturel de l'homme. Bon, ce qu'on appelle aujourd'hui parfois le désenchantement du monde, ce n'est pas simplement la désacralisation de la nature, les dieux ont fui les bosquets, etc. C'est aussi l'idée que de plus en plus l'homme moderne se définit comme sujet devant un monde qui se présente à lui comme objet, c'est-à-dire comme l'objet de son affairement, comme l'objet de son intérêt scientifique, mais pas comme un enjeu pour lui-même, pour son être. En quelque sorte, l'affaire humaine aurait pu se passer ailleurs. Et en un sens très profond, dans l'esprit de la réforme, l'homme n'est pas de ce monde. Bon, c'est ce qui est derrière la formule « il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire qu'en effet, il faut bien séparer l'affaire propre de l'homme, qui est son accomplissement intérieur, et puis, en effet, les conditions externes qui sont liées aux circonstances de son développement, de son apparition et de son développement sur Terre, aux circonstances de l'établissement historique des sociétés, ce qui fait que les Césars sont toujours là et qu'il faut en effet en tenir compte, leur rendre ce qui leur est dû, mais ce n'est pas ça l'important. Et en tout cas, il est important de distinguer ces 2 affaires. Bon, Galilée, Gagarine, c'est le 3e grand bouleversement. Et pour le dire d'une formule assez parlante, qui revient souvent sous la plume d'Arendt, c'est l'idée qu'avec la science moderne, avec Copernic et d'autres, mais Galilée introduit ce pas supplémentaire qui est décisif, qui est de pointer un télescope vers la Lune, vers les astres en général, pour montrer que c'est là-bas tout comme ici. Il y a de la turbulence, il y a du devenir, il y a des chocs, il y a des cratères, etc. C'est ça qui est décisif. Ce que fait Galilée, c'est en quelque sorte relativiser la position de la Terre dans l'ensemble des choses et montrer qu'en réalité la Terre n'est qu'une petite portion de l'univers qui est lui soumis à des lois qui nous dépassent, qui sont des lois universelles, qui n'ont rien de spécifique à la Terre. Et donc cette unification, cette uniformisation, c'est ça l'image, c'est une façon finalement, elle passe par une manière de se donner un levier d'Archimède ou un point d'appui pour ce levier hors de la Terre. C'est en regardant la Terre depuis le point de vue du Soleil que Copernic et Galilée après lui essayent de ressaisir les choses. Et donc ce que fait Gagarine, au fond, ce que fait déjà Spoutnik, c'est de donner, de matérialiser, de concrétiser ce point d'appui extraterrestre de la conscience humaine qui va se donner ce levier fantastique qui va permettre de soulever la Terre, c'est-à-dire au fond de la resituer, de la redéployer dans des dimensions nouvelles, les dimensions d'un univers infini qui se substitue à l'ancien cosmos grec. Et disons, ce que fait Apollo 8 en photographiant la Terre vue du ciel, vue de la Lune, ou d'une orbite de la Lune, c'est simplement à nouveau matérialiser, concrétiser, cette espèce de point de vue de survol, ce point de vue extraterrestre, qui est un point de vue de nulle part en réalité, mais qui marque bien aussi, et en ce sens elle fait écho au texte de Husserl que j'ai évoqué pour commencer, qui marque bien aussi le fait que la pensée, inévitablement, quand elle se trouve dans cette situation, se heurte à un point d'impensable, à une impensabilité,
Arendt répète souvent qu'on est face à un paradoxe où l'homme a réussi à faire des choses qu'il ne comprend plus. Il n'arrive pas à penser rigoureusement ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il est sans cesse émerveillé et étonné. Mais cet étonnement traduit aussi un danger, qui est le danger que la pensée soit de plus en plus débordée par un faire, par des capacités d'action, alors c'est évidemment lié à la technique, mais qui sont de moins en moins compréhensibles pour elle-même, pour celui-là même qui les met en œuvre. Voilà. Et elle termine son affaire. Tout ça était une sorte de glose sur ce texte qui conclut la condition de l'homme moderne, dont on trouve des échos dans le chapitre conclusif de La crise de la culture, un autre livre d'Arendt. Tout ça se termine par des considérations, disons, assez allusives, en fait, sur la physique. Et là, je fais écho à ce que Marc Lachaiseret a exposé il y a deux soirées. Elle évoque le paradoxe des jumeaux. Bon, ce n'est pas la seule à dire que c'est proprement incompréhensible, c'est-à-dire que si on est attaché à une certaine idée du temps, c'est en effet, ça nous oblige à renoncer à beaucoup de choses, au point que ça en est difficilement compréhensible. Et elle évoque aussi, dans un second temps, une image qu'Einstein avait mobilisée pour expliquer pédagogiquement, disons, les fondements de la relativité générale, et qui est, je la cite, l'image d'un homme en équilibre dans l'espace. Je pense que ce qu'elle a en vue, en réalité, c'est l'idée de la chute libre. C'est l'idée selon laquelle quelqu'un qui serait en chute libre, décrirait une trajectoire accélérée dans l'espace en chute libre, serait réellement, dans certaines conditions, en état d'apesanteur. Et j'en viens maintenant à mon interlude technique, qui va me servir de trou normand vers ma conclusion sur les exercices spirituels. Le vol orbital, que j'ai évoqué plusieurs fois, qu'est-ce que c'est au fond? Alors je vais aller très vite, et en écho à cette image d'Einstein de quelqu'un qui serait en chute libre comme ça dans l'espace, sans aucun repère environnant. Parfois, il parle de chuter dans une cage d'ascenseur, mais là, c'est moins amusant parce qu'il y a immédiatement des repères à proximité. Si vous chutez dans l'espace, c'est beaucoup plus troublant. Ce qui est implicite dans cette idée, c'est que, dans certaines conditions, les effets de la gravité peuvent être neutralisés. De même qu'ils peuvent être d'ailleurs simulés. C'est pas pour rien on conçoit des dispositifs de centrifugeuse pour créer par la rotation du sol, créer des effets de gravité artificielle. Bon, de la même façon, on peut neutraliser les effets de la gravité de façon très simple. C'est exactement ce qui se passe dans les vols orbitaux, et c'est exactement ça qui est à l'œuvre dans l'apesanteur dont j'ai parlé jusqu'ici. C'est pas une apesanteur au sens d'une négation de la gravité ou de la gravitation. C'est, disons, une neutralisation des effets gravitationnels les plus courants. Ce qui se passe quand vous êtes en apesanteur, en orbite autour de la Terre, c'est qu'en réalité, vous êtes en chute libre vers la Terre, exactement comme la Lune l'est, et que simplement, du fait que vous avez une vitesse acquise qui compense ce mouvement de chute, eh bien, vous êtes sans cesse en train de tomber de l'autre côté de la Terre, derrière la Terre. Donc, vous ne vous écrasez jamais au sol. Vous êtes néanmoins en chute libre, à chaque instant, en chute libre vers la Terre. C'est ce qui arrive aussi à la Lune, qui est en satellite de la Terre. Donc les astronautes sont des hommes satellites en ce sens précis. Ils subissent en réalité un mouvement de chute libre, donc accéléré, mais en même temps, ils ont une vitesse telle que cette chute ne se traduit pas par le choc contre la Terre, et donc on ne se ramasse pas, en quelque sorte. La capsule tombe derrière la Terre à chaque instant. Et donc, ce qui s'exprime par là, c'est l'idée que l'apesanteur incorpore la gravité, compose avec la gravité plutôt qu'elle n'en est la négation. Et déjà ça, c'était un petit rappel technique de choses bien connues de tous ceux qui ont un minimum de culture scientifique. Donc à nouveau, l'idée que être en suspension, en flottement, en vol orbital, c'est en fait être en chute libre. Cette idée-là, elle nous suggère déjà un exercice d'extraction philosophique qui consisterait à extraire un petit module théorique intéressant, qui serait une conception de la chute. Alors, vous voyez ce que ça charrie, la chute, dans l'imaginaire chrétien, c'est quelque chose d'important. C'est déjà présent dans la plupart des interprétations du mythe d'Icare. L'idée qu'à trop vouloir s'élever, l'homme risque de s'écraser au sol. Ça, c'est la version grecque. Disons, les vertus de la modération ou de l'humilité. La version chrétienne, c'est qu'il y a une sorte de chute originaire, donc l'homme chute sans cesse. Mais justement, là, on aurait l'idée d'une chute libre, débarrassée en ce sens du pathos de la chute,
une chute sans écrasement. Bon, quelque chose de cet ordre. Et peut-être qu'au fond, le concept qu'il faudrait, ou l'idée importante qu'il faudrait dégager de l'expérience de l'apesanteur, ce serait ça. Ce serait l'idée d'une condition humaine qui aurait réussi à s'approprier la chute et en faire quelque chose de positif. Ça nous met sur la voie de ce deuxième temps conclusif que je veux évoquer devant vous, avec en fait essentiellement une sélection, une petite anthologie de citations. Je veux vous dire que là, en m'inspirant un peu de Pierre Hadot, qui a réfléchi à cette question, à propos de Goethe, c'est l'objet d'un article qu'il a écrit dans un livre, republié dans un livre qui est très, très intéressant, qui s'appelle « N'oublie pas de vivre ». À propos de Goethe et de l'imaginaire de l'apesanteur chez Goethe, Pierre Hadot fait remarquer qu'en effet, ça fait longtemps que l'homme réfléchit au vol orbital avant même d'en avoir eu la maîtrise technique et même théorique. Je veux dire, la physique du vol orbital n'était pas connue, en tout cas pas avant que Galilée ait révolutionné la physique. Et donc, quand les Grecs en parlent, c'est évidemment pas de la même chose qu'ils parlent. Mais enfin, l'idée du flottement, de l'apesanteur est bien présente. Et on pourrait distinguer à cet égard, pour aller vite, 3 versions du survol, 3 versions de l'apesanteur ou du flottement. Il y aurait un survol, un vol spatial, si vous voulez, théorique, contemplatif, qui est proprement celui des Grecs, celui qu'on trouve chez Platon, mais aussi dans la tradition épicurienne et dans la tradition stoïcienne. C'est un vol théorique parce que le premier enjeu, c'est de se rendre compte, d'arriver à un degré de réalisation, une sorte de révélation cognitive, que en réalité, la Terre est peu de choses et qu'elle fait partie d'un vaste système et qu'elle a donc sa place dans une totalité qui excède l'horizon des soucis et des intérêts humains. C'est pourquoi aussi cette affaire a des résonances éthiques et morales très profondes. L'idée, c'est de s'insérer, de se réinsérer dans le tout en flottant en quelque sorte au-dessus des affaires humaines et en les ramenant à une juste proportion. Je peux vous donner, simplement pour marquer les choses, 1 ou 2 citations. D'abord peut-être Platon, puisque c'est par lui que tout commence. Platon qui explique dans un passage célèbre du Théétète il parle ici du philosophe, c'est un portrait extrêmement flatteur du philosophe, c'est son corps seul qui est situé dans la cité et qui y séjourne, mais sa pensée, qui considère toutes ces choses d'ici-bas comme mesquinerie et néant. Sa pensée promène partout son vol. Donc c'est la figure du philosophe flottant, pas sur les eaux, mais littéralement au-dessus de la terre. Et Platon cite le poète, Pindare, « au-dessous de la terre », ce qui montre à quel point ce n'est pas le problème de s'élever, ce n'est pas être au-dessus, on pourrait être aussi bien au-dessous. Ce qui compte, c'est de prendre de la distance et de flotter. Au-dessous de la terre, mesurant sa surface, et au-dessus du ciel, contemplant les astres et partout scrutant à fond toute la nature de chacun des êtres, sans redescendre à rien de ce qui est proche de lui. Là, le danger, c'est de planer durablement et de jamais revenir. C'est le problème de Platon, évidemment. C'est le problème de Platon qui disait par ailleurs que le corps est la prison de l'âme. Bon. Dans une veine peut-être moins strictement théoricienne, et où, disons, la composante pratique ou la finalité morale est plus présente, on pourrait se reporter à des textes épicuriens, par exemple au texte de Sénèque dans Questions naturelles, je le cite, « Pour ceux qui veulent parler des hommes, il faut observer les choses terrestres comme si on se trouvait en quelque lieu élevé, regardant de haut en bas. Troupeaux, armées, champs, noces, divorces, naissances, morts, brouhaha des tribunaux, campagnes désertes, variétés de mœurs des barbares, fêtes, lamentations. Marché, c'est un drôle de pêle-mêle. Et finalement, l'ordre harmonieux des contraires, même l'ordre harmonieux des contraires, tout ça, il faut le regarder, dit Sénèque, de haut, d'en haut. Rassemblement de foules par milliers, fêtes innombrables, toutes sortes de navigations dans la tempête et la bonasse, choses variées qui naissent, concourent, disparaissent. Et maintenant, l'injonction morale est présent à l'esprit que si brusquement élevé dans les airs, tu contemplais d'en haut les choses humaines et leur variété, tu les mépriserais en voyant combien est grande le nombre des habitants parmi les êtres aériens et éthérés. Bon, on est un peu dans le même contexte, disons post-platonicien, d'une sorte de vol théorique à résonance morale ou éthique qui est censé vous apprendre quelque chose de la juste proportion des affaires humaines. Mais vous voyez bien qu'il y a encore une proportion possible avec ce que vous voyez.
Et donc c'est typique, ça, d'une sorte d'optimisme grec, qui était qu'au fond, ce que l'homme doit réaliser, c'est comme ça qu'il accomplira son essence ou sa condition première, c'est ce qu'il doit réaliser, c'est une juste relation aux choses. Il doit trouver sa place propre et trouver le bon rapport avec la totalité des choses. Et évidemment, c'est ce qui, dans la seconde version du survol que je veux présenter maintenant, n'est plus disponible. C'est, disons, la version tragique, celle qu'en a donnée Pascal de façon évidemment fameuse dans les Pensées. Pascal qui, à propos des espaces infinis, des espaces cosmiques, nous explique que tout cela a quelque chose d'effrayant. Le silence des espaces infinis, ça a quelque chose d'effrayant. Ça m'effraie, dit Pascal. Donc cet effroi-là, il est en fait contemporain d'un sentiment de désorientation radicale qui interdit tout rapport de proportion avec ce qui est donné là. Vous ne pouvez plus survoler, flotter au-dessus du monde pour le ramener à sa juste mesure. Il n'y a plus de mesure possible entre l'homme et cet univers au sein duquel il est en quelque sorte perdu, flottant, tragiquement, oui, dans, disons, le milieu entre deux néants. Et puis enfin, et c'est ma conclusion, c'est vers ça que je voulais vous amener, et peut-être en discutant davantage avec vous, on aura l'occasion d'éclaircir tel ou tel point, il y aurait quelque chose, alors là, qui est proprement presque contemporain. Je veux dire, c'est la dernière phase de la condition moderne. Ce serait quelque chose qui se dessine comme une esthétique du flottement. Je dis esthétique parce que là, l'idée, c'est que, bien sûr, flotter, c'est une affaire sérieuse. Bien sûr, il y a un enjeu éthique. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez cultiver pour le plaisir que ça vous apporte et disons pour l'espèce de révélation esthétique que ça comporte. Et quand je dis révélation esthétique, ce n'est pas simplement un agrément. J'ai dit plaisir, ce n'est pas simplement l'agrément. C'est aussi la manière dont vous développez des nouvelles puissances, des nouvelles capacités de sentir, de penser, de percevoir les choses. Pas simplement les comprendre et les connaître à leur juste place, mais aussi saisir des nouvelles dimensions d'expérience qui vous rendent en effet le monde plus beau. Et là, la référence, c'est en effet un certain nombre d'auteurs. J'évoquais Goethe, qui est l'exemple favori de Hadot. Goethe qui donc n'a pas pratiqué le vol spatial, mais était absolument obsédé par les montgolfières. 1783, une montgolfière s'élève à 120 mètres au-dessus de Paris. Ça a bouleversé pas mal de gens, je veux dire même des gens qui n'ont pas fait l'expérience, mais qui ont compris que ce jouet-là, quelque chose d'important. Le voyage en ballon a parcouru tout le 19e siècle, chez des penseurs, chez des écrivains, chez des poètes. Puis après, ça disparaît, revient l'avion, et puis ensuite, en effet, la conquête spatiale. Mais ce que dit Goethe de l'expérience du ballon, c'est que c'est une sorte d'analogone, d'analogie de ce que spirituellement, c'est-à-dire chacun d'entre nous, peut faire en esprit, un voyage en quelque sorte sur place, la possibilité de flotter, de se mettre en suspension dans l'existence pour saisir quelque chose qui évidemment s'apparente à l'expérience d'émerveillement cosmique, de faire partie d'une nature infinie qui nous déborde de toutes parts, mais en même temps d'une sorte de sérénité, d'apaisement qui accompagne cette expérience de désorientation ou de flottement. Cette expérience d'apaisement, curieusement, c'est exactement celle que décrivent les astronautes. Et je voudrais terminer par cette citation extrêmement troublante d'un de ceux qui ont donc fait l'expérience en première main, en première personne. Je veux parler de Wubbo Ockels, un docteur en physique nucléaire qui a été embarqué, si je ne me trompe pas, dans les années 80, dans une mission spatiale de l'agence européenne, qui a effectué un séjour dans l'espace, et qui, dans un livre dont je recommande la lecture à tous ceux qui sont intéressés par l'affaire du vol spatial, qui dans un livre qui s'intitule Le Spatiopithèque, au sens d'une nouvelle espèce qui correspondrait à l'homme spatial. Dans ce livre, donc, le Spatiopithèque, Ockels livre un témoignage, je crois absolument, probablement un des plus riches qui m'ait été donné de lire sur l'expérience de l'apesanteur dans l'espace. J'en retiens 2 points sur lesquels je veux terminer, parce qu'en effet, il suggère des transpositions possibles dans nos existences ordinaires. D'abord, le premier point qu'il relève, quand on lui demande qu'est-ce que c'est quoi l'expérience de l'apesanteur, il dit, et c'est quelque chose que je crois que peu ont formulé de façon aussi précise et aussi vive, il dit, la première surprise, c'est de ne rien sentir du tout. Une sorte d'apathie. Vous ne sentez rien du tout, pour la bonne raison, dit-il, que rien ne vous touche. Il n'y a pas de force, évidemment. Il n'y a pas de force qui, en apparence, s'exerce sur vous. Disons, les forces sont neutralisées, compliquées, compensées, de sorte que
en apparence, rien ne vous touche. Aucune force ne s'exerce sur vous. Il ajoute, plus vous y réfléchissez, plus cela vous paraît étrange. Par ailleurs, quand vous bougez, parce qu'on peut quand même bouger, on peut même esquisser des mouvements de ballet, dit-il. C'est peut-être déjà une réponse à la question de Jean-Noël. Il y a des danses de ballet dans l'espace. Eh bien, le temps d'une fraction de seconde, à peine vous avez déplacé votre main ou vos pieds, vous savez toujours à peu près vers où vous vous déplacez, mais vous ne pouvez pas prévoir la trajectoire, dit-il. Parce qu'il n'y a rien qui vous pousse, il n'y a pas de trace, vous n'allez nulle part à proprement parler. Et il conclut ce premier point en disant « c'est absolument insensé ». Bon, ce qui prouve à quel point cette expérience est difficile à cadrer dans les catégories ordinaires de l'expérience. Et donc, au fond, son idée, c'est que non seulement il n'y a ni haut ni bas, on flotte en quelque sorte dans toutes les directions, mais on est sans cesse, d'une certaine façon, en train de se déplacer sans s'en rendre compte. On se déplace au moindre mouvement, à une vitesse constante, dit-il, sans s'en rendre compte. Il suffit de se laisser flotter. Et puis le deuxième point, qui rejoindrait peut-être la méditation, disons, sur les vertus morales et spirituelles du vol en apesanteur, il dit ceci, que ce qui est encore plus important, précisément parce que vous le faites dans l'espace, c'est d'avoir une conscience très vive, très intense, du fait d'être en train de flotter dans l'univers en même temps que la Terre. Donc vous flottez vous, mais la Terre, elle aussi, flotte à sa manière. Et cette sensation étrange est immédiatement traduite pour lui en termes affectifs, en termes moraux. Si vous regardez la Terre, dit-il, vous vous sentez déconnecté. Ça, c'est un point important. Dans l'expérience du flottement, il y a en effet un moment de déconnexion qui est important, qui est le prélude à une reconnexion. Vous vous sentez déconnecté, vous êtes en dehors, dit-il. C'est comme si vous aviez quitté votre pays d'enfance ou, disons, une ville où vous avez grandi. Vous la voyez de loin, vous n'avez plus envie d'y vivre, en un certain sens, parce que vous êtes arrivé à maturité. Vous en êtes éloigné et maintenant, c'est plutôt la vraie vie citadine que vous voulez vivre, la grande ville. Mais cela vous émeut. Donc vous portez sur la terre un regard compassionnel, un regard aimant sur cette terre-mère qui vous a porté, qui vous a fait grandir. Vous n'aimeriez pas forcément retourner vivre auprès d'elle, en tout cas pas dans les conditions que vous avez connues, mais vous avez une sorte de sollicitude infinie pour ce que Carl Sagan, dans un autre contexte, en regardant les premières images de la sonde Voyager, qui rapportait l'image de la Terre vue dans le système solaire, décrivait comme le petit point de bleu pâle qui est notre maison. Bon, comment s'approprier ça? Comment flotter soi-même de façon plus ordinaire dans des expériences plus immédiatement praticables? Je veux suggérer, évidemment, ça va vous paraître un peu mystérieux et en apparence peut-être déconnecté de tout ce dont j'ai parlé, et en même temps, je mise sur votre intelligence pour faire vous-même les connexions. Je crois qu'on flotte en réalité beaucoup, sans s'en rendre compte ou sans y prêter attention. Je crois qu'on est souvent dans des expériences personnelles, dans des expériences subjectives, mais aussi dans des expériences relationnelles avec des gens, dans des situations données, dans une situation d'apesanteur au sens que j'ai décrit ici, c'est-à-dire, si on en extrayait les traits principaux, une expérience de déconnexion relative, de brouillage ou de désorientation spatiale et temporelle, de superposition de plans de perception, d'accord ? C'est ce que provoque immédiatement la notion de mouvement relatif. Est-ce que c'est moi qui bouge ou est-ce que c'est mon environnement ? Toutes ces dimensions, vous les retrouvez en fait dans plein d'expériences extrêmement concrètes. D'abord, la plus simple et, je crois, pour mon compte, celle qui ressemble le plus à ce que je peux lire de ce que décrivent les astronautes, c'est pas les bains de piscine, mais c'est l'expérience. Bon, ça m'est arrivé plus jeune, mais j'ai refait l'expérience récemment d'être sur une balançoire, de se balancer assez fort et d'essayer de s'immobiliser. C'est évidemment impossible, ça dure une fraction de seconde, mais d'essayer d'immobiliser en pensée, en esprit, le point de rebroussement, c'est-à-dire le moment où vous êtes là, un peu soulevé par le mouvement de balancier, et déjà en train de revenir dans l'autre sens. Il y a ce moment où vous êtes en apesanteur, dans des mots qui ne sont pas, selon une désignation qui n'est pas extrêmement rigoureuse, je suppose, pour un physicien, mais qui touche du doigt subjectivement quelque chose de cette expérience. Alors vous allez dire, c'est extrêmement dérisoire s'il s'agit de faire de la balançoire, et si c'est ça qui va changer notre perception du monde, de notre relation à soi-même, aux autres et au monde, ce n'est pas la peine de faire un si long discours. Mais
ça, c'est parce que c'est particulièrement vif d'un point de vue physiologique. Mais je dirais, vous pouvez ensuite transposer. Regardez ce qui se passe quand vous faites l'expérience du mouvement relatif. Par exemple, l'expérience fameuse d'Einstein, vous êtes assis dans un wagon, dans un train que vous croyez immobile, et soudain, vous voyez le train voisin, sur les rails voisins, qui se met en mouvement. Et puis là, il y a ce moment de vertige, c'est un vertige théorique, mais aussi physiologique, où vous vous dites, mais c'est peut-être moi qui bouge. Et l'esprit aussi, d'une perspective à l'autre, et puis à un moment, peut-être, arrive à s'installer dans les deux en même temps. C'était les moments de folie d'Ernst Mach, un physicien et philosophe des sciences, qui lui avait l'habitude, à Prague, de se pencher au-dessus d'un pont qui devait surmonter... c'est quoi? Qu'est-ce qui coule à Prague? Le Danube? J'avais un doute. C'est pas le Danube. Et donc, ce qui se passe si vous surmontez, si vous surplombez un fleuve, quel qu'il soit, depuis un pont, au bout d'un moment, mais la même chose se passe avec les nuages quand vous les regardez comme ça, passer à la surface de la Lune, c'est qu'à un moment, vous ne savez pas si c'est le pont qui avance, ce qui est fou comme expérience, ou si c'est l'eau qui coule. Et tout ça, en fait, on pourrait le généraliser à des situations en fait, extrêmement courantes dans l'art, dans le cinéma, dans la peinture, et évidemment dans la musique, dans l'art du contrepoint. C'est des situations d'attention dissociée, d'attention distribuée, où vous scindez, où vous distribuez votre attention sur plusieurs plans de perception en même temps. Je crois que en fait, l'essentiel des innovations, des expérimentations de l'art moderne ont consisté à exploiter systématiquement cette capacité étrange, quand on y pense, de l'attention à se distribuer sur plusieurs plans en même temps. C'était un peu ce sur quoi travaillaient les cubistes en malmenant la perspective. C'est aussi évidemment toutes les expériences dans la musique contemporaine sur des effets de polytonalité, de polyrythmie, de perception ambiguë. Mais c'était déjà l'art de Bach et du contrepoint, l'art de la fugue, qui consiste à entendre et en un sens à écouter en même temps deux mélodies qui se développent indépendamment l'une de l'autre et en même temps dans une harmonie étrange. On pourrait ensuite filer la chose et s'intéresser peut-être aux expériences d'attention diffuse, valorisées par les psychanalystes, au sens de l'écoute diffuse ou flottante. C'est quelque chose du même genre, des expériences d'apesanteur perceptive qui, je crois, si elles étaient cultivées selon une orientation qui résonne avec ces grandes questions que j'ai évoquées ici, pourraient, de façon concrète, si elles étaient mises en culture, je dirais, aiguiser notre perception de ces enjeux et donc nous permettre d'être peut-être à l'unisson des grands enthousiasmes dont témoignent, disons, les astronautes quand ils reviennent, ces enthousiasmes, ces sortes d'élan humanitaires, un petit peu incompréhensibles, qui ont parfois l'air de discours d'illuminés. Ça nous permettrait aussi probablement de réaliser ce qu'Arendt en fait appelait de ses voeux. Ce n'était pas du tout une contemptrice de la technique. Ce n'est pas quelqu'un qui était hostile au voyage spatial, ça n'aurait aucun sens. Ce qu'elle avait en tête et son souci principal, je crois, c'était de parvenir à mettre en culture cette technoscience, à mettre en culture ces puissances démultipliées de l'humain et faire en sorte, à notre niveau, donc, si on suit son conseil, peut-être de tâcher de mettre en culture, de faire quelque chose, de s'approprier pour nous-mêmes cet incroyable, héroïque et incroyable accomplissement que constitue l'envoi d'un homme dans l'espace. Donc, pour mon compte, j'essaierai dans les prochaines années de le faire et de le faire d'une manière qui soit moins anecdotique que la pratique de la balançoire, mais qui me permette peut-être de nouer tous ces fils que j'ai déployés, ces fils qui passent, disons, de questions graves dont on a le souci ici, concernant l'emprise des techniques et la folie des hommes, mais aussi des questions qui relèvent peut-être de la capacité de l'homme à s'envisager lui-même comme, disons, pour employer une expression un peu galvaudée, citoyen du monde, c'est-à-dire habitant de la Terre, et précisément pour se sentir réellement habitant de la Terre, c'est ce que les astronautes de façon systématique ont voulu dire, pour se percevoir soi-même comme habitant de la Terre, il faut peut-être un peu prendre du recul, cesser de l'appréhender comme cette arche bienfaitrice qui nous enveloppe immédiatement et la regarder pour quelques instants au moins depuis des hauteurs, depuis le ciel, peut-être bientôt depuis la planète Mars. Nous verrons. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et si vous avez quelques questions, je ne sais pas si on en a beaucoup le temps, j'y répondrai avec plaisir.
Merci Elie During pour cet exposé très intéressant et singulier, qui nous offre une vision plus intime de la vie en apesanteur, qu'on a l'habitude d'entendre plus reliée à des notions de conquête de l'espace et toujours plus vers l'extérieur que centrée vers notre conscience et nos émotions. Merci. Merci. Oui, merci, merci mille fois. C'est un petit peu la singularité de ce qui se passe au Lazaret. De temps en temps, il y a des moments de grâce comme ça, où on a peine à s'arracher à l'intervention de notre invité. Donc le temps passe, effectivement. Flotte. Mais là, je pense que ça aurait été vraiment cruel de tenter de réduire cette intervention qui m'a paru brillante, qui m'a effectivement fait rêver, fait évoquer bien des choses. J'ai beaucoup aimé la fin également. Donc, pour ce qui est des questions du public, on n'aura vraisemblablement pas le temps de pouvoir vous accorder cette possibilité d'échanger de la manière habituelle avec Elie During. Je vous propose, pour ceux que cela intéresse profondément et qui portent en eux une question qui les tient à cœur, de vous adresser directement à Elie During en off, si vous êtes d'accord, parce que le temps a vraiment passé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je m'adresse à toi directement, Elie. Sais-tu que j'ai vécu 2 expériences en apesanteur? Non, je ne pense pas, mais je pense que... Tu me l'apprends. Je te l'apprends, oui. Mais au moins l'une des deux, je pense que la plupart d'entre nous, nous l'avons vécue et nous ne savons pas exactement si elle est réelle ou pas. Pourtant, nous la portons en nous. C'est proprement la vie in utero. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans l'espace, nous sommes dans un environnement clos, mais un environnement liquide. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cet environnement liquide? Quelles sont les sensations ressenties? Qu'est-ce que nous portons après tout au long de notre vie? On ne le sait pas. Ça, c'est la première expérience. La seconde, c'est le moment où, très ému, on va tendre sa propre main vers la main de sa bien-aimée, ou inversement, pour une femme, tendre sa main vers celui qu'elle aime profondément, secrètement. Et cet instant absolument magique, cette microseconde où ces 2 mains vont se retenir, chacun retient son souffle, c'est une expérience d'apesanteur et de flottement sublime. Voilà. Je vous propose encore merci Elie During, franchement merci. Et je regrette que nous n'ayons pas le temps de poursuivre au-delà. De nous retrouver donc 21h30, mais vous m'excuserez si c'est 21h45 parce qu'il vous faut laisser le temps de manger, avec Jean-Christophe Bailly pour changer complètement de sujet, mais autour de la même thématique, la robotique développementale, une nouvelle approche de l'intelligence artificielle. C'est tout de suite. En ce qui concerne les ouvrages d'Elie During, vous les trouvez à la librairie qui se trouve donc dans l'une des cellules à ma droite. Les tout derniers ouvrages d'Elie During sont à votre disposition et bien naturellement, je le rappelle, vous avez la possibilité d'interpeller Elie, de lui poser vos questions, celles qui vous tiennent à cœur, de partager vos émotions avec lui et de vous faire dédicacer les ouvrages que vous auriez pu souhaiter acquérir. Merci beaucoup. À très bientôt.